Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jasmine Paquin, je suis kinésiologue depuis 2017 et je suis également étudiante au doctorat en kinésiologie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la relation saine à l'activité physique et le mouvement intuitif, parce qu'on sait que la relation au corps peut passer par la relation à l'activité physique et qu'une image, en fait, qu'une relation saine avec l'activité physique peut grandement améliorer finalement notre relation avec notre image corporelle. Donc aujourd'hui, petit plan pour la capsule, je vais vous parler de, qu'est-ce que c'est une relation saine à l'activité physique? Bon, évidemment, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas nécessairement une définition scientifique très appuyée, mais avec l'expérience que j'ai un peu sur le terrain, j'en suis venue à ma propre définition d'une relation saine avec l'activité physique. Finalement, on va aller faire la différence entre mouvement, activité physique et entraînement, puis un peu pourquoi c'est important de faire la différence entre ces trois termes-là. Qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie à nous de bien connaître ces différences-là et de bien se positionner là-dedans finalement. Évidemment, on ne peut pas passer à côté du rôle des médias sociaux et du culte de la performance dans notre perception, dans notre relation avec l'activité physique. Donc, on va aller discuter de ça aussi. Et finalement, je vais conclure la capsule sur l'activité physique intuitive. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment on fait ça et c'est fait pour qui. Donc, c'est quoi une relation saine avec l'activité physique? C'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler dans tout le message sur, la promotion des saines habitudes de vie, la santé, il faut bouger, tout ça. C'est rare qu'on entend parler de notre relation avec l'activité physique, mais pourtant, cette relation-là va grandement influencer les choix qu'on va faire en termes d'activité physique et donc nos habitudes de vie. Et j'ai envie de vous donner quelques exemples de ce serait quoi avoir une relation saine avec l'activité physique. Bien évidemment, ce serait de, premièrement, reconnaître notre valeur comme personne, indépendamment de ce qu'on fait comme activité physique. Donc, autrement dit, peu importe que je sois dans la performance, que je sois dans un tel type de sport ou dans un tel type d'activité, bien, je reconnais ma valeur comme personne indépendamment de ça. Je suis en mesure de respecter aussi mes limites, que ce soit physique, contextuel, que ce soit social, que ce soit financier. J'apprends à reconnaître ces limites-là et à respecter ce que ces limites-là m'imposent dans ma pratique d'activité physique et avec bienveillance, je m'ajuste en fonction de ces limites-là. Quelque chose qui demande un peu d'effort aussi dans une bonne relation à l'activité physique, c'est d'apprendre à se détacher des idéaux, des croyances qui sont peut-être pas fondées qu'on pourrait avoir sur l'activité physique, de toutes les mythes, en fait, les mythes qui viennent modifier notre relation à l'activité physique parce qu'on adhère à des croyances qui sont pas nécessairement vraies en lien avec l'activité physique et l'entraînement, et j'y reviendrai. Et en fait, on vient à être en mesure, quand on a une bonne relation avec l'activité physique, on en vient à être en mesure de reconnaître le rôle que l'activité physique a dans notre vie, sans nécessairement la mettre sur un piédestal. Ce que je veux dire, c'est que on peut reconnaître qu'avoir une pratique d'activité physique, ça nous aide à maintenir une bonne santé, avoir une routine, se sentir en forme, se sentir bien dans sa peau, avoir même plus de concentration au travail, mais l'activité physique ne devient pas nécessairement plus important que tout. C'est-à-dire que s'il y arrive qu'on ait des obligations familiales, qu'on ait des obligations en lien avec le travail, on est capable de relativiser la place que l'activité physique peut prendre dans notre vie, malgré tous les bénéfices que ça nous apporte. C'est important, je pense, d'adresser certains mythes et réalités en lien avec l'activité physique parce que ces mythes et réalités-là, en fait, ces mythes-là sont des croyances qui sont assez répandues, j'ai envie de dire, dans notre culture actuelle, puis ces croyances-là peuvent venir affecter la qualité de notre relation à l'activité physique parce qu'elles ne sont pas nécessairement vraies, ces croyances-là, et elles viennent un peu brouiller la manière qu'on peut se percevoir par rapport à l'activité physique. Donc, la première croyance, en fait, le premier mythe que j'ai le goût de déboulonner, de déboussailler, disons comme ça avec vous, c'est le fait que l'apparence et le niveau d'activité physique sont directement en lien. Sur les médias sociaux, puis j'y reviendrai un petit peu plus tard, on voit beaucoup, même si c'est parfois un peu implicite, on voit beaucoup ce message-là. Par exemple, on va voir quelqu'un qui est dans une salle d'entraînement, qui est dans une salle de conditionnement physique, avec des super beaux vêtements à la mode et tout, des super belles couleurs éclatantes, et cette personne-là va avoir un physique X. Et là, le message que notre cerveau va un peu peut-être interpréter, c'est cette personne-là a ce corps-là parce qu'elle fait cette activité-là, et c'est en lien direct.
La science a démontré à de maintes reprises que c'est pas une réalité, c'est-à-dire que on a très peu de contrôle sur la forme, la taille de notre corps, même chose avec des choses comme la grandeur, la taille en mètres, par exemple, et la couleur des cheveux. On a beaucoup moins de contrôle que ce qu'on peut croire. Et l'activité physique, ben, ça a un lien encore plus, j'ai le goût de dire, minime avec notre apparence physique finalement. Donc oui, c'est sûr que il y a certaines activités qui vont avoir pour effet, bon, de modifier la grosseur des muscles. Je pense à l'entraînement en musculation et tout ça. C'est possible d'atteindre une plus grande masse musculaire, par exemple, avec l'entraînement physique, mais on n'a pas le contrôle sur le rythme auquel ça va, sur l'apparence que ça donne à la fin et tout. Donc, tout ça mis ensemble, c'est faux de croire que notre niveau d'activité physique dépend de notre pratique d'activité, que notre apparence dépend directement de notre niveau d'activité physique. Le deuxième mythe, ce serait le fameux no pain, no gain, où on peut pas trop s'entraîner, vaut mieux s'entraîner toujours plus que moins et tout ça, puis que, bon, la fameuse phrase qu'on voyait souvent il y a quelques années sur des réseaux sociaux comme Instagram, que le seul entraînement manqué, c'est l'entraînement qui n'a pas eu lieu. Malheureusement, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où souvent la douleur à l'entraînement, c'est un signe qui n'est pas nécessairement bon. Donc, le fait d'avoir mal en s'entraînant, ça peut vouloir dire qu'il y a une blessure sous-jacente, qu'on est en train de développer une blessure ou même qu'on a développé une blessure sans s'en rendre compte. Ça peut vouloir dire que l'entraînement est trop exigeant pour notre énergie du jour, que l'entraînement est trop exigeant pour notre niveau de pratique actuel et il faut savoir s'adapter. Et je pense que le plus important à voir là-dedans, c'est vraiment la notion de douleur. Tu sais, le no pain, no gain, qui veut dire si on a mal, ça veut dire que ça veut dire que ça va avoir un effet ou ça va améliorer mes qualités physiques. Ben, c'est pas toujours le cas. Il y a des entraînements, il y a des formes d'activité physique qui sont beaucoup plus douces pour le corps puis qui vont produire des effets qui vont aider notre condition physique à s'améliorer. Par exemple, le yoga, c'est un très bon exemple. L'autre chose aussi, c'est un petit peu moins, c'est pas partagé directement comme ça dans les croyances, ou c'est pas un mythe qu'on entend tout fait, disons, dans la culture populaire, mais il y a quand même une certaine croyance selon laquelle notre niveau d'activité physique, la quantité d'activité physique qu'on fait, nous rend plus intéressants ou nous rend meilleurs comme personne. On a tous on a probablement tous des gens dans notre entourage qui font, par exemple, des très, très longues distances à la course, qui font des Ironman et tout ça. Puis, je tiens à le dire, c'est des performances qui sont absolument ahurissantes. Ça prend un niveau de préparation et de sérieux pour ces compétitions-là qui est absolument impressionnant. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Par contre, une personne n'est pas meilleure comme individu parce qu'elle fait ce type d'épreuve-là. Chaque personne a une valeur qui lui est propre. Chaque personne, en fait, on est tous, on a tous de la valeur comme personne. Et le fait de faire un Ironman ou un marathon ne fait pas en sorte qu'on a plus de valeur comme personne. Je ne dis pas que les gens qui font des marathons, qui font des Ironman, pensent qu'ils ont plus de valeur. Au contraire, mais des fois, quand notre relation avec l'activité physique est troublée, on a l'impression que pour s'accorder soi-même plus de valeur, il faudrait atteindre ça. Mais la valeur, on peut toujours à tout moment se l'accorder à soi-même indépendamment de ce qu'on fait comme performance dans le quotidien. Un peu en lien avec le no pain, no gain, la croyance selon laquelle on peut s'entraîner ou même on doit s'entraîner 7 jours sur 7, c'est important de comprendre que s'entraîner à tous les jours, ça comporte des risques. Il y a un risque à tout dans la vie, mais s'entraîner 7 jours sur 7, c'est plus risqué pour la santé et pour le risque de blessure que s'entraîner 5 jours sur 7 ou même 6 jours sur 7. Et évidemment, c'est encore plus risqué que s'entraîner 3 jours, 2 jours sur 7. Okay? Donc, voyez-vous, plus le niveau, plus la fréquence d'entraînement augmente, jusqu'à 7 jours sur 7, plus le risque de blessures, de maladies infectieuses et tout ça augmente parce que plus on s'entraîne souvent, moins on se laisse de temps pour récupérer. Donc, c'est faux de croire qu'il n'y a pas de risque à s'entraîner 7 jours ou même 6 jours sur 7. Et finalement, la fameuse croyance selon laquelle les athlètes, les personnes qui ont des très hauts niveaux de performance sont les personnes les plus en santé qui soient.
ces deux concepts, la santé et la performance, c'est deux concepts qui peuvent se rejoindre, mais qui ne sont pas nécessairement concomitants. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement deux phénomènes qui arrivent en même temps. Je peux être une athlète de haut niveau et avoir des bonnes habitudes de vie qui me permettent d'avoir un bon niveau de santé, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains athlètes, plus dans certaines disciplines que dans d'autres, où les habitudes de vie jouent moins un grand rôle sur le niveau de performance, si on veut, et ça va faire en sorte que ces personnes-là sont autant à risque d'adopter des moins bonnes habitudes de vie que la population générale, finalement. Et le fait d'être un athlète ne réduit pas tous les risques de tomber malade ou d'être atteint d'une maladie, d'être une maladie non communicable, comme on appelle, comme le cancer, par exemple. Donc, c'est pas parce qu'on est à un haut niveau de performance qu'on est nécessairement plus en santé que la population générale. Puis là-dedans, je pense que c'est important de garder en tête la question de la santé mentale. Donc, parmi tout ça, je vous disais au début de la capsule, c'est important de faire la différence entre le mouvement, l'activité physique, l'entraînement, parce que c'est important de comprendre où est-ce que nous, on veut se situer. L'activité physique, l'entraînement puis le mouvement, c'est trois choses complètement différentes. Puis selon qu'est-ce qu'on décide à quoi on décide d'adhérer ou disons, de s'impliquer plus personnellement dans ces trois concepts-là, bien, ça va changer notre attitude par rapport à ce qu'on fait puis nos choix aussi. Donc, le mouvement, c'est tout simplement un changement de position dans l'espace. Donc, par exemple, moi, je suis en train de vous donner une capsule, je produis du mouvement parce que je bouge un peu sur place. Ça, en soi, ça correspond à la définition du mouvement. L'activité physique, ça va être un ensemble de mouvements coordonnés dans l'espace en ayant une direction précise. Donc, je ne suis pas nécessairement en train je suis pas en train de suivre des règles, mais je fais une activité qui implique différents mouvements. Par exemple, la randonnée pédestre, je ne suis pas en train de faire quelque chose qui est à titre, c'est pas nécessairement structuré, c'est pas nécessairement compétitif, il n'y a pas forcément de règles, mais je suis en train de faire une activité physique parce que je déplace mon corps dans l'espace. Et finalement, l'entraînement, c'est vraiment la notion de structure. Donc, l'entraînement, c'est vraiment une activité, en fait, un ensemble d'activités physiques qui vont être structurées dans le temps et qui va varier selon différents paramètres comme l'intensité, la durée, la fréquence et tout ça. Et l'objectif, ça va être d'améliorer des qualités physiques. Donc, c'est important de comprendre la différence entre ces trois concepts-là pour bien situer qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous, comme personne. Est-ce que pour moi, ajouter du mouvement dans mon quotidien, c'est quelque chose qui me rend satisfait? Est-ce que c'est quelque chose qui me rend confortable ou est-ce que je veux aller dans quelque chose de plus structuré? Puis, parfois, avec la structure, peut venir une certaine rigidité. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ces concepts-là. On sait tous que l'activité physique, ça a un impact sur la santé. Donc, il y a d'innombrables recherches scientifiques qui ont démontré ça. Puis quand je parle de santé, bien sûr, il y a la santé physique. Hein. On sait que l'activité physique, ça diminue le risque de, toutes sortes de maladies, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète. Il y a même de la recherche qui tend à démontrer que ça réduit le risque de cancer et que ça aide à la rémission d'un cancer et que ça aide à l'efficacité des traitements pendant un cancer. Mais bon, tout ça, c'est une question de santé physique. Moi, aujourd'hui, je voulais vous amener à aller un petit peu plus loin que la santé physique parce qu'on les connaît bien quand même, là, les effets de l'activité physique sur notre santé physique, justement. Moi, j'avais envie qu'on parle un peu plus de tout ce qui est le côté multidimensionnel de notre santé. Okay? C'est-à-dire que notre santé, ce n'est pas que notre corps, c'est aussi notre tête, nos émotions, nos relations avec les autres et c'est l'environnement qui nous entoure. Puis l'activité physique, selon ma perception à moi puis mon expérience comme kinésiologue, bien, l'activité physique va avoir, oui, un rôle sur notre santé physique, mais aussi sur notre santé environnementale, sociale, mentale et émotionnelle. Quand je parle de santé sociale, par exemple, d'avoir un groupe avec lequel, en fait, j'ai une activité physique, j'ai un mouvement, j'ai une pratique de mouvement où j'ai des entraînements plus structurés. Ça, en soi, c'est une façon très efficace, j'ai le goût de dire, de créer des liens sociaux, de créer une communauté, de sentir qu'on appartient à un groupe, de partager une expérience. Par exemple, il y a de la recherche qui tend à démontrer que le fait de faire une pratique de yoga
dans un studio versus à la maison seul, ça a des effets complètement différents sur la manière dont notre cerveau va se sentir connecté aux autres. OK? Donc, le fait d'être dans une salle puis de pas du tout connaître les gens autour de soi, mais de partager cette pratique-là avec d'autres personnes, ça a un effet qui est majeur sur notre santé finalement mentale et émotionnelle. On ne peut pas passer à côté du rôle de l'activité physique dans la gestion du stress. Okay? Donc, on parlait beaucoup de la santé physique tout à l'heure. L'activité physique aurait un rôle, c'est assez bien démontré scientifiquement que l'activité physique aurait un rôle très important dans la gestion des signaux de stress. Donc, par exemple, un signal de stress, c'est je suis au bureau, je reçois un courriel qui ne me plaît pas trop, je ne sais pas trop comment interpréter le message que la personne m'a envoyé. Donc, j'ai des signaux de stress, j'ai le cœur qui se met en bataille, ma pression sanguine augmente, je deviens très, très éveillée, très alerte, je me mets à penser. Tout ça, c'est des signaux physiques de stress. Et dans ce contexte-là, ce que l'activité physique vient faire, c'est qu'elle vient un peu boucler la boucle du stress. Ça vient dire à notre corps, j'ai, entre guillemets, échappé à la menace. Donc, par exemple, je finis ma journée, je m'en vais faire une marche, un petit jogging, un cours de yoga. Étant donné que je me mets en action, que je mets mon corps à contribution dans tout ce farfouillis émotionnel-là, mon corps reçoit le signal que c'est beau, on a géré la menace, puis tout va bien maintenant. Fait que dans le quotidien, ce qu'on voit, c'est que les gens qui vont adopter une pratique d'activité physique régulière, en même temps d'avoir un niveau de stress élevé ou modéré, disons, ces personnes-là ont tendance à avoir une meilleure gestion de stress. Puis, évidemment, on ne peut pas passer à côté du fait que quand on vient de faire un effort physique, généralement, on est relax après, donc ça fait du bien. Finalement, toute la question de la santé environnementale, on est un tout, on fait partie d'une société, d'une culture, mais d'un environnement également, et la recherche tend à démontrer que ce contact-là avec l'environnement est très, très important pour notre santé physique et mentale. Puis je parle pas seulement des effets positifs d'aller faire une randonnée en plein air ou de faire un séjour de camping ou vraiment d'être en communion avec la nature, mais je parle aussi de, par exemple, toute la question des changements climatiques. Si nous, on est une personne pour qui c'est important, cette question-là des changements climatiques, le fait d'être en communion avec ces valeurs-là et, par exemple, d'adopter une pratique de transport actif, on contribue nécessairement à notre santé environnementale au niveau personnel, donc dans notre quartier même, et à la santé environnementale, finalement, de toute la planète. Je le disais d'emblée que pendant la capsule, on allait parler un peu du rôle du culte de la performance et des médias sociaux. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'impact que la montée fulgurante des médias sociaux a eu dans nos vies sur notre relation avec notre corps et sur notre relation avec l'activité physique. Puis je pense qu'Arrimage le fait très bien, vraiment démontrer l'impact des images auxquelles on est exposé régulièrement, à quel point ça peut avoir un impact sur comment nous, personnellement, on se perçoit. Puis les messages dans les médias sociaux et dans le culte de la performance qui est à côté, qui sont en lien avec l'activité physique, ces messages-là ont également un impact majeur sur notre relation avec l'activité physique. Il y a énormément de gens, vous vous en doutez probablement, il y a énormément de gens sur la planète qui utilisent les médias sociaux. C'est rare qu'on croise quelqu'un qui n'a pas Facebook, c'est aussi rare qu'on croise quelqu'un qui n'a pas Instagram. TikTok, ça dépend de la génération, c'est un média un peu plus récent. Mais de façon globale, je pense qu'on peut se dire que c'est pas mal la majorité des gens qui utilisent les médias sociaux et c'est absolument vrai. Okay? Donc, la prévalence d'utilisation des médias sociaux, surtout dans la génération X, Y et je ne m'en rappelle pas de toutes par cœur les générations, mais bref, les générations de gens qui sont peut-être nés après les années 80, mais on voit que c'est la majorité des gens. Puis on voit que ça augmente avec le temps aussi. Okay? Donc, oui, il y a plus de gens jeunes qui vont utiliser les médias sociaux parce qu'ils y ont accès dès leur plus jeune âge, mais aussi même chez les personnes qui vieillissent et qui sont nées, par exemple, avant les années 80, mais ces personnes-là vont se mettre à utiliser les médias sociaux. Donc, tout ça pour vous dire que l'utilisation des médias sociaux tend à augmenter depuis les années 2000. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que il semblerait que les femmes utilisent un peu plus les médias sociaux que leurs confrères masculins, finalement. Dans les médias sociaux qui sont utilisés, c'est clair que la plus populaire, puis c'est probablement la plus vieille, ça semble être Facebook, mais il y a clairement une remontée là, du côté de Instagram, peut-être même de TikTok, de YouTube évidemment. Ce graphique-là date par exemple de 2018, puis je pense que TikTok pourrait, si on le mettait à jour, je pense que TikTok pourrait avoir gagné quelques points de pourcentage. Donc tout ça pour vous dire que
les médias sociaux sont utilisés de façon très, très, très répandue. Puis c'est la vaste majorité des gens qui s'en servent. Donc, c'est la vaste majorité des gens qui vont être exposés à ce qui est partagé, véhiculé sur ces médias sociaux-là. Bon, les médias sociaux, ça a été inventé pour, d'entrée de jeu, je pense, une très bonne intention de connecter les gens et tout ça. Et il y a des aspects positifs à utiliser les médias sociaux. Ce n'est pas que du négatif. Par exemple, il y a de la recherche qui tend à démontrer que pour certaines personnes, ça peut avoir un effet motivateur. Par exemple, je rejoins un groupe d'entraînement sur Facebook, sur Instagram, puis je suis ces entraînements-là, par exemple, en live Facebook à toutes les semaines, puis c'est une communauté, j'ai tout un cercle social avec moi, puis même si ces gens-là ils habitent pas à côté de chez moi dans ma rue, ben je suis connectée d'une certaine manière avec eux, puis ça peut être vraiment un élément motivateur important. Cependant, il y a quand même un envers de la médaille aux médias sociaux. C'est pas facile nécessairement de se tourner vers des bonnes ressources, des ressources fiables, des ressources bienveillantes, et on peut facilement se laisser aspirer finalement. On sait, il y a eu beaucoup d'articles de journal qui découlaient d'articles scientifiques là, qui tendent à dire qu'un usage excessif des médias sociaux peut être associé à de l'anxiété. Puis, vous l'avez peut-être déjà vécu vous-même, à un moment donné, on se met à regarder notre cellulaire, on ne sait pas pourquoi, et là, on scroll, entre guillemets, sur Instagram, on voit des images de personnes super en forme, qui font des activités, qui ont l'air super le fun, puis on dirait que c'est difficile de prendre un pas de recul, de se dire, crime, en fait, on en vient à se dire, crime, puis ça peut être super inconscient, mais on se dit, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais être comme ça? Est-ce que je devrais aspirer à ça? Donc, vous voyez, on est vraiment facilement influençable par les médias sociaux, puis c'est normal, c'est conçu pour qu'on ait envie de les consulter, puis qu'on se sente interpellé par ça. Dans l'univers de l'activité physique, ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est vraiment une présence importante de ce qu'on appelle le athletic ideal. Donc ça, c'est un vrai terme. Et cet idéal athlétique-là, en fait, je dirais, c'est une nouvelle norme de beauté. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Une nouvelle norme de beauté où on est plutôt, au lieu d'être super mince, on est super musclé, on a l'air super en forme, on a l'air vraiment d'avoir des qualités physiques impressionnantes. Souvent, on va être présenté dans des beaux vêtements, comme je disais au début, des vêtements à la mode, vraiment des belles couleurs éclatantes. Des fois, ces vêtements-là vont même avoir tendance à montrer les parties du corps qu'on entraîne et donc qu'on veut montrer. Et ça, c'est ça l'idéal athlétique, c'est qu'on vient s'associer mentalement, disons, à cet idéal-là. Et le fait d'être souvent exposé à cet idéal-là peut faire en sorte qu'on va l'internaliser. Donc ça, ce que ça veut dire, l'internalisation, c'est qu'on va carrément faire entrer ce modèle-là dans notre système de valeurs et on vient à croire qu'on devrait ressembler à ça parce qu'on est exposé à ça continuellement. Donc, notre cerveau est continuellement exposé à cette image-là. Donc, inconsciemment, bien sûr, on va adhérer à cette image-là. Et ces idéaux-là, je parle souvent de recherche puis d'études au plan scientifique, mais il y a beaucoup de recherches là-dessus, justement, qui tendent à démontrer que le fait d'adhérer à ces idéaux-là va être associé à une pratique d'exercice qui va être compulsive. Okay? Donc, quand on est dans la compulsion, on n'est pas dans une activité physique ou un entraînement bienveillant. On n'est pas dans se faire du bien. On n'est pas dans s'améliorer. On n'est pas dans avoir du plaisir. On est dans la compulsion. On est dans assouvir un besoin à court terme. Puis des fois, ce besoin-là, ça peut être simplement ça devient à être simplement avoir peur de ne pas avoir cette image-là. Donc, souvent, la compulsion va être associée avec, l'ego et tout ça, et notre compulsion, ça va être il faut que je ressemble à ça, donc il faut que je fasse cette activité-là. Puis vous voyez, j'utilise le terme « il faut », donc c'est pas « j'ai envie », c'est pas « j'ai le goût », c'est pas « ça me tente », c'est pas « ça me ferait du bien ». Donc, on est dans une obligation, puis dans un stress de ne pas atteindre cet idéal-là. C'est important de comprendre que le retouchage de photos, c'est pas juste pour les revues. Sur Instagram aussi, il y a beaucoup de retouchage de photos. Ce qui fait en sorte que ces idéaux-là,
il n'existe pas plus que les photos des revues, finalement. C'est des images créées de toutes pièces. Des fois, on va les mixer différents corps ensemble parce qu'on sait que ces applications-là, il y a plein d'influenceurs qui l'ont démontré. Ces applications-là sont super faciles à aller chercher. Des fois, sont même super faciles à utiliser. Donc, modifier son corps, ça devient assez simple, je dirais, là, autant que modifier son visage. Là. Donc, on vient à créer un idéal qui n'existe pas et qui devient même improbable, dans le sens où c'est comme si les caractéristiques physiques de la personne, un coup toutes modifiées, c'est très peu probable que je retrouve dans la nature quelqu'un qui est aussi musclé, avec, avec des seins d'une certaine grosseur, avec des fesses, tout ça. Donc, ça peut arriver, absolument. C'est juste que c'est pas fréquent, mais c'est des idéaux de beauté justement peu fréquents qui nous sont présentés. Et donc, on devient à se demander si c'est nous qui est pas correct et qui devrait ressembler à ça, alors que ces idéaux-là sont créés de toutes pièces. Ils n'existent pas. Sur les médias sociaux, l'aspect aussi un élément qui est important de bien comprendre, c'est que notre cerveau va avoir énormément de plaisir à se comparer. Donc, le fait de se comparer, c'est tout à fait normal. Okay? On a évolué pour se comparer. C'est un mécanisme de survie. Ça nous sert à savoir où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres gens de notre tribu. Okay? Je me situe où par rapport à la moyenne des individus que je côtoie? Est-ce que j'ai un comportement ou une caractéristique à modifier pour survivre? Mais bon, tout ça, c'est très tribal. On a évolué depuis le début de l'évolution, justement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette comparaison-là n'a pas du tout, en fait, de bénéfice pour notre survie. Donc, au contraire, ce qui est déplorable, c'est que certains outils technologiques vont tabler sur ce besoin de comparaison-là. Okay? Il y a des applications qui, on pourrait croire, sont presque faites pour encourager cette comparaison-là. Et plus qu'on consulte l'application, plus qu'on clique, plus que c'est payant. Donc, c'est normal que l'application veuille encourager ça. C'est juste que comme personne, il faut savoir se protéger puis reconnaître quand est-ce qu'on tombe dans une comparaison qui n'est pas forcément saine. Donc, tout ça mis ensemble, l'activité physique, le culte de la performance, l'activité physique telle que présentée sur les médias sociaux, ça peut vraiment modifier le sens qu'on accorde à l'activité physique. Ça vient à modifier littéralement comment on perçoit le concept d'activité physique, puis comment on perçoit le rôle d'activité physique dans notre vie. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir un culte de la performance qui est la croyance, qui est en fait, j'ai envie de dire, un système de valeurs assez répandu, qui n'est pas nécessairement tangible dans notre quotidien, mais qu'on peut percevoir un peu partout. Toujours performer au travail, toujours performer à l'entraînement, toujours faire plus, toujours suivre la mode, ne serait-ce que d'atteindre tous les idéaux de performance dans tout le temps, ben ça en soi, c'est le culte de la performance. Puis ce qu'on voit dans le culte de la performance, c'est qu'il y a un besoin d'épanouissement et de réalisation des individus. Donc, en atteignant ces idéaux-là, on veut s'épanouir et se réaliser parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va y arriver. Il y a l'image de soi qu'on veut qu'il soit parfaite pour les gens à qui on la présente. Et finalement, il y a toute la question de l'adhésion à des normes sociales. Donc, le culte de la performance peut laisser place à certaines normes sociales, comme par exemple bouger d'une telle manière, avoir un tel niveau de condition physique, être en forme d'une telle façon bien précise, etc. Et tout ça, ça peut modifier le sens qu'on donne à la pratique d'activité physique. Puis d'un autre côté, si on rajoute les médias sociaux à tout ça dans le petit modèle que je vous présente ici, les médias sociaux, en soi, c'est un imaginaire, c'est un autre imaginaire social que celui qui existe déjà, finalement. C'est un outil de diffusion de soi et c'est un outil de reconnaissance de soi. Et donc là, on vient mélanger le culte de la performance et le rôle des médias sociaux dans la diffusion de soi, ce qui peut faire en sorte que ça modifie la manière dont on pratique l'activité physique et le sens qu'on donne à l'activité physique. Donc, très concrètement, je vous donne un exemple. Je veux pas démoniser une pratique ou une autre, c'est simplement une question de qu'est-ce qui apparaît le plus sur les médias sociaux. Certaines personnes qui vont croire qu'il faut être très, très, très musclé pour projeter une belle image de soi et qu'il faut être fort musculairement, par exemple, pour être épanoui, puis que c'est une norme sociale. Et là, d'un autre côté, les médias sociaux qui tendent à dire que, les corps musclés et minces en même temps, si on veut,
ce sont de beaux corps et ces images-là sont diffusées continuellement, ben, je vais peut-être en venir à croire que ce que j'aime faire dans la vie, c'est l'entraînement en musculation, par exemple. Puis ça pourrait être la même chose avec une toute autre sorte de pratique d'activité physique. L'entraînement en musculation, c'est un exemple en soi, mais ça peut être vrai pour les sports cardio ou peu importe finalement. Tout dépend de soi comme individu, à quel culte, à quelle partie du culte de la performance on adhère. Je vous parle beaucoup de sens depuis tout à l'heure. Bon, le sens, c'est quoi en fait le sens? Ben, c'est la signification qu'on accorde à quelque chose, c'est comment on se l'explique, c'est comment on le justifie aux autres et c'est quoi les valeurs qu'on accorde à ça. C'est en lien avec quelle de nos valeurs à nous finalement. Donc, en gros, le sens, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est pourquoi on choisit de faire quelque chose puis pas autre chose. Ben, ce sens-là peut être absolument altéré ou modifié par le culte de la performance et les médias sociaux et l'influence, disons, des médias sociaux dans laquelle on se trouve actuellement au 21e siècle. Puis le culte de la performance, comme je vous dis, dans le contexte d'une société technologique, ça vient, oui, par l'omniprésence des médias sociaux, ça va modifier le sens qu'on donne à la pratique d'activité physique parce qu'on internalise. Je vous parlais tout à l'heure d'internalisation du athletic ideal. Ben, le fait d'être exposé à cette culture-là via les médias sociaux internalise des normes sociales. Donc, vous voyez, ça vient vraiment modifier notre relation à l'activité physique parce que si on croit qu'on doit atteindre un certain idéal au niveau corporel, nécessairement, ça va modifier le sens qu'on donne à l'activité physique, le rôle que ça va jouer dans notre vie et l'importance que ça va avoir aussi. J'ai envie de vous présenter l'activité physique intuitive comme un remède à tout ça, finalement, comme une manière de s'affranchir de cette culture-là et de se sentir serein avec sa présence et avec l'influence que ça peut avoir dans nos vies. Donc, je vous présente comment je perçois l'activité physique intuitive. Il n'y a pas de vraiment définition consensuelle encore, comme je vous disais, mais je vous présente ça avec quoi je suis arrivée au fil des années. Je crois que c'est toute forme d'activité physique qui va respecter les besoins et le ressenti ici et maintenant. Donc, on est vraiment dans une question de moment présent, de quotidien, de ressentir les choses. Et à mon avis, c'est un outil d'affranchissement du culte de la performance. C'est-à-dire qu'on refuse, de façon volontaire, de se plier à des idéaux qui ne nous correspondent pas, que ce soit autant sur le plan des valeurs, sur le plan du sens et tout ça, ne serait-ce qu'il faut en prendre d'abord conscience, mais on refuse de se plier à ces idéaux-là qui sont de toute façon irréalistes. Donc, quand je dis irréaliste, je ne parle pas nécessairement juste d'un corps irréaliste. Je parle peut-être d'une routine d'exercice qui est irréaliste. OK? Je pense qu'un bon exemple pour ça, c'est toute l'idée selon laquelle, quand on vient d'être une femme qui vient d'accoucher, par exemple, devrait se remettre à l'entraînement super rapidement, devrait avoir une routine super rodée au quart de tour, là, s'entraîner le matin à 5 heures du matin, à tous les jours, 7 jours semaine, puis performer vraiment comme mère. Ben, peut-être que pour certaines mères, pendant quelques années, c'est irréaliste, OK? Parce que peut-être que l'enfant a des besoins particuliers. L'accouchement ou la grossesse s'est pas passé comme on l'avait anticipé. Et tout ça vient modifier notre quotidien, ce qui fait que ce qui était réaliste peut-être avant ne l'est plus aujourd'hui. Et finalement, la façon que je vois ça aussi, c'est que la personne, ce qu'elle est comme individu, ses besoins, son contexte sont vraiment au centre de la démarche de l'adhésion au mouvement intuitif. C'est-à-dire que on refuse, d'un certain sens, de se comparer à d'autres et de tenter peut-être même d'être meilleur que les autres ou d'atteindre un niveau de performance peut-être similaire aux autres. On accepte que, comme personne, on est unique, on a des besoins qui sont tout à fait individuels, que notre contexte n'est pas celui des autres et que ça peut faire en sorte qu'on doit adopter une pratique que d'autres personnes peuvent ou peuvent pas. Plus concrètement, là, parce que je donne plein de définitions super bien, disons, bien présentées, avec des termes et tout ça, puis peut-être que ça manque un peu de concret pour vous. Donc, concrètement, à quoi ça pourrait ressembler, bouger plus intuitivement? C'est sûr qu'il y a la notion de respecter son corps. Okay? Apprendre à respecter son corps, que ce soit dans... je fais une telle... je veux me mettre à courir, par exemple, et après quelques sorties, je me rends compte que je développe des douleurs. Ben, c'est d'accepter que je vais devoir attendre que cette douleur-là se résorbe ou traiter mon problème en ayant voir un professionnel. Je vais devoir attendre que ce soit réglé finalement avant de recommencer à faire cette activité-là.
Respecter nos priorités et nos valeurs. Est-ce que pour moi, c'est plus une priorité de voir ma famille ou de faire un week-end, de faire un entraînement ce week-end? Par exemple, j'ai un événement familial qui va se dérouler à l'extérieur. Moi, j'avais prévu de faire telle activité physique. C'est quoi ma priorité? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est juste connaître ses priorités par rapport à nos valeurs, justement. Reconnaître nos limites. Hein? Je l'ai parlé au début là, de un des effets de la pratique du mouvement intuitif. Ça peut être qu'on connaît bien nos limites puis on sait tout à fait les reconnaître. Ben, pour certaines personnes, peut-être que la limite, c'est le nombre d'heures de sommeil. J'ai besoin de dormir un tel nombre d'heures de sommeil pour me sentir bien, ce qui fait que je ne vais pas me lever à 5 heures du matin pour aller au gym ou pour faire quelque soit, quoi que ce soit finalement comme entraînement, parce que moi, comme individu, je me sens pas bien quand je dors pas suffisant, donc je dois respecter cette limite-là. Prioriser toujours son bien-être mental et physique. Prendre un pas de recul, si on sent que ça va trop loin, on sent qu'on commence à s'en demander trop, que ce soit juste avec l'entraînement ou avec l'entraînement et le travail, ou l'entraînement et l'école, ou l'entraînement et le travail et l'école. Donc, parfois, on fait beaucoup de choses. Hein? Si on sent que notre santé mentale commence à en prendre un coup, en fait, même notre santé physique, là, mais si on sent que notre bien-être mental et physique commence à en prendre un coup, c'est d'être en mesure de prendre un pas de recul puis de dire, bon, est-ce qu'en ce moment, je devrais, pour mon bien-être, couper un peu? Est-ce que je devrais, au contraire, bouger un peu plus parce que ça va m'aider à garder le cap, parce que ça va m'aider à rester concentrée à l'école, parce que ça va m'aider à être motivée de faire mon travail dans le quotidien. T'sais. Donc, c'est prendre ce pas de recul-là et prioriser notre bien-être au quotidien toujours. Apprendre à se détacher des standards externes. J'en ai parlé énormément, puis ça peut être très, 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 très difficile à faire. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Arrimage, dans une de ses capsules, a probablement déjà parlé du principe de l'exposition. Donc, s'exposer à des modèles qui ne sont pas nécessairement les modèles de beauté les plus répandus. S'exposer à autre chose. S'exposer à des pages Instagram, par exemple, d'athlètes qui vont parler de leur rémission d'un trouble alimentaire, qui vont parler de comment ils sont passés par-dessus leur trouble de l'image corporelle. Puis je vais donner quelques exemples à Arrimage pour que ce soit disponible au bas de la capsule parce qu'il y en a des très, très, très intéressantes. Et finalement, remettre en question certaines de nos croyances externes. Donc, par exemple, au début, je vous disais, il y a certains mythes et réalités, s'entraîner tous les jours, c'est pas sans risque, no pain, no gain, c'est pas forcément vrai et tout. Bien, apprendre à se détacher de ces croyances-là. Puis, ça peut être vraiment pertinent de rencontrer un ou une kinésiologue, par exemple, pour en apprendre plus sur qu'est-ce qui est vrai dans le domaine de l'entraînement, qu'est-ce qui est vrai dans le domaine de l'activité physique. Être bien encadré pour justement mieux respecter son corps, puis grâce à ces connaissances-là, des connaissances qu'on va avoir développées sur soi, hein, qu'est-ce que j'aime comme entraînement, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis moins capable de faire pour le moment, bien, développer ces connaissances-là, c'est clair que ça aide à prendre un pas de recul par rapport à des croyances qui sont véhiculées, mais qui sont générales, qui ne sont pas pour nous forcément. C'est important, je parle des valeurs depuis le début, le sens que l'activité physique a pour nous. Je pense que les valeurs, c'est vraiment au centre de la démarche. Puis les valeurs, c'est littéralement qu'est-ce qu'on choisit d'être, de faire, de véhiculer, de partager au quotidien. Et c'est pas tout le monde on n'a pas toujours l'occasion de prendre le temps, de prendre un pas de recul pour observer ces valeurs. Mais je pense que si on souhaite s'embarquer dans une démarche de mouvement intuitif, c'est vraiment le premier, le point de départ, j'ai l'impression. Donc, savoir c'est quoi nos valeurs, c'est littéralement répondre aux questions « Pourquoi c'est important pour moi de bouger? Qu'est-ce qui fait que j'écoute cette capsule-là aujourd'hui avec Jasmine? Pourquoi ça m'interpelle l'activité physique? Pourquoi j'ai l'impression que ça doit faire partie de ma vie? Okay? Et est-ce que ma façon de bouger est cohérente avec ma façon de voir le monde? Est-ce que pour moi, l'environnement, c'est important? Est-ce que pour moi, l'environnement, c'est une priorité? Mais je voyage exclusivement en voiture. T'sais. Je dis pas que ça, c'est une incohérence en soi, mais voici un bon point de départ pour explorer nos valeurs. Est-ce que je ressens une pression à atteindre un idéal externe? Est-ce que je valorise le athletic ideal? Est-ce que je valorise le fait d'avoir un certain physique? Puis si la réponse c'est oui, il ne faut pas se taper sur la tête
C'est normal que ça arrive. Probablement que ça arrive à tout le monde à un certain moment, mais est-ce que j'ai envie que ça fasse partie de mes valeurs, de valoriser cet idéal-là, finalement? Et finalement, quel est le sens que je donne à ma pratique? Pourquoi je fais ça? Tu sais, c'est quoi le sens que ça a pour moi? Est-ce que c'est d'être capable de jouer avec mes enfants? Est-ce que c'est de vieillir en santé? Est-ce que c'est d'éviter d'avoir des complications si j'ai une maladie quelconque? Est-ce que c'est faire partie d'une équipe? Est-ce que c'est véhiculer un message? Qu'est-ce que je veux? Et pourquoi je fais ça finalement? Je vais conclure la capsule avec les 4 questions que j'avais mis en place il y a quelques années avec une amie avec qui j'étais à la maîtrise, puis on brainstormait sur un projet de mouvement intuitif et tout ça, puis on en est venu avec 4 questions qu'on trouve pertinentes de se poser si on veut bouger plus intuitivement. Okay? Donc, je pense que de toute la capsule, l'outil le plus concret, ça va être ces 4 questions-là. La première question, est-ce que mon niveau d'énergie mentale et physique correspond à l'activité que je m'en vais faire? Si j'avais prévu une course de 1h30, mais qu'il est rendu 7h du soir, j'ai pas pris ma collation, j'ai plein de travaux à faire, puis je suis brûlée de ma journée. Est-ce que mon niveau d'énergie mentale et physique correspond à cette activité-là? C'est quoi mes motivations à faire? Deuxième question. C'est quoi mes motivations à faire cette activité-là? Est-ce que je me sens obligée? Est-ce que j'ai l'impression que la motivation vient de moi? Ça vient d'un désir profond de faire cette activité-là? Ou j'ai l'impression que c'est une pression externe, puis je me sens obligée de le faire? Est-ce que ce que je m'apprête à faire est aligné avec mes valeurs? Est-ce que ça correspond à ce dont je veux que mon quotidien soit façonné? Qu'est-ce que je veux prioriser dans la vie? Okay? Donc, c'est probablement la question la plus complexe des 3, mais un coup qu'on a fait l'exercice des valeurs, puis qu'on a mis au clair avec soi-même ce qu'on veut qui apparaisse dans notre quotidien, je pense que c'est un petit peu plus facile de répondre à cette question-là. Et finalement, la question probablement la plus difficile à répondre, mais probablement dans les plus importantes à se poser, si cette activité-là n'avait aucun impact sur mon apparence, est-ce que je la ferais quand même? Question pas facile, mais question importante à répondre, je crois bien. Donc, merci d'avoir écouté la capsule jusqu'au bout. Je vais rendre mes coordonnées disponibles pour toute question. Et sinon, je vous dis au plaisir de se croiser dans une activité d'arrimage.